Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Faire en sorte de retrouver de la sérénité et de l'autorité à l'école, un vœu formulé par le Premier ministre et surtout par les acteurs de l'éducation. Alors, où en est-on de cette fameuse autorité à l'école? On en parle dans la première partie de notre émission. Le combat pour le droit des enfants et l'égalité filles-garçons se joue partout dans le monde. C'est justement l'objectif de l'association Amis des enfants du monde. On en parle en seconde partie de l'émission. Tout de suite, on va faire le point sur l'actualité éducation du jour avec Adrien Fontenot. Bonsoir Adrien. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec cette agression d'une élève vis-à-vis de l'une de ses professeurs. Ça s'est passé dans le Nord, à Tourcoing. Les faits se sont déroulés au lycée Sévigné. Ce lundi, une enseignante a demandé à l'élève en question de retirer le voile qu'elle venait de revêtir dans la cour d'établissement. Demande refusée par la lycéenne qui a ensuite insulté la professeure selon les premières investigations. L'enseignante s'est alors opposée à sa sortie de l'établissement afin de recueillir son identité. Et la jeune fille de 18 ans a porté une gifle à l'enseignante, des faits sur lesquels la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, était interrogée lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Je condamne et je veux insister ici avec la plus grande fermeté cet acte de violence et cette atteinte aux principes de la République. Il s'agit d'un acte qui défie notre école laïque, d'un acte qui défie la République. Je n'accepterai jamais que l'on porte atteinte à l'intégrité physique d'un professeur, que l'on porte atteinte à nos lois et à nos valeurs. Menacer un professeur, c'est menacer la République. Frapper un professeur, c'est frapper la République. L'enseignante a porté plainte et s'est vue prescrire 3 jours d'ITT et 1 semaine d'arrêt maladie. La lycéenne, elle, était jugée en comparution immédiate cet après-midi. Elle a reconnu les faits et été placée sous contrôle judiciaire jusqu'à l'audience prévue le 11 décembre prochain. La jeune femme a également interdiction d'entrer en contact avec la professeure et de se rendre dans son lycée. Au lycée Sévigné, justement, à Tourcoing, un rassemblement en soutien à la lycéenne était organisé cet après-midi. Les cours étaient toujours, quant à eux, suspendus. On reste à l'Assemblée nationale avec un mot sur la motion de censure déposée hier par la gauche contre le gouvernement de Michel Barnier. Une motion sans surprise largement rejetée. Seuls 197 députés l'ont approuvée ce mardi, loin des 289 voix nécessaires pour renverser le nouveau gouvernement. Cette motion de censure avait été signée par 192 des 193 députés du nouveau Front populaire, rejoint par une poignée de députés. Hier, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, avait vivement critiqué le détournement démocratique du gouvernement, un hold-up électoral selon ses mots. Des éléments de langage repris par la présidente de la France insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, qui pointe du doigt de l'autre côté de l'hémicycle et le Rassemblement national, qui a sauvé Macron par le refus de la procédure de destitution, sauve Barnier en refusant de voter la censure. Ce gouvernement, en piétinant le résultat des urnes, reste un gouvernement sans aucune légitimité démocratique ni légitimité populaire. Tôt ou tard, ce gouvernement macrono-lepéniste tombera et alors Macron devra nommer Castet ou démissionner. Fin de citation. On passe à cette étude annuelle sur le cyberharcèlement et le harcèlement, la 4e menée par la Caisse d'épargne et l'association e-Enfance, qui révèle que le phénomène touche des enfants dès 6 ans. Le harcèlement scolaire et en ligne également ne démarre plus au collège, mais bien plus tôt qu'on ne le pense. Selon l'étude, 27% des écoliers du CP ont déjà été harcelés au moins une fois, un chiffre que l'étude met en parallèle avec la dépendance de plus en plus accrue et rapide des 6-10 ans au smartphone. 22% des élèves de primaire ne pourraient déjà plus se passer de leur téléphone au bout d'une heure. Et également, 67% d'entre eux seraient également déjà inscrits sur les réseaux sociaux, pourtant interdits aux moins de 13 ans. L'étude espère démontrer l'ampleur des violences numériques auxquelles ces jeunes publics sont de plus en plus exposés. On rappelle que face au harcèlement, un numéro d'aide et d'écoute existe. Il s'agit du 3018. Dans la lignée de cette étude, on parle aussi de cette campagne choc de l'association Caméléon. Le but, interpeller les parents qui publient les photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. C'est un geste qui peut sembler banal, un anniversaire, une simple photo de famille et votre enfant se retrouve projeté sur vos réseaux sociaux. Vous n'y voyez peut-être pas le mal, mais il est partout. Le mal, ce sont les prédateurs sexuels qui exploitent les photos de vos enfants. C'est ce qu'a voulu dénoncer l'association Caméléon dans cette campagne.
Tenez, je vous donne une photo de ma fille, elle s'appelle Lia. Ok. Et celle-là, je vous la donne. Ok, bah Voilà. si vous voulez. Tenez, je vous donne une photo de ma fille parce que je trouve qu'elle est trop mignonne. Elle devrait être mannequin, c'est vrai, hein? Oui. Elle va à la gym, pas très loin, tous les mercredis à 17h. Elle adore que je la prenne en photo. Bah, elle a 6 ans, alors elle est d'accord, bien sûr. On n'habite pas très loin dans la rue. Ça, c'était son premier jour d'école. Ça, c'est à la gym parce qu'elle va à la gym juste à côté tous les mercredis à 17h. Ça, c'est notre dernière vacances aux Canaries. Bah, ça, c'est quand elle a fait son entrée en CP parce qu'elle va à l'école juste à côté. Vous savez, c'est l'école qui est juste au coin là. Vous voyez où elle est l'école? L'avenue Victor Hugo? Là, elle fait du sport. En fait, elle va à la gym tous les mercredis à 17h. D'accord. Et elle adore ça. Ah, bah, je peux vous en donner plusieurs, hein. Vous pouvez les prendre. Hein. Allez-y. Bah, allez-y, hein, je vous les donne. Les prédateurs sexuels vous disent merci. Avec cette campagne Choc, l'association Caméléon espère bien créer un électrochoc chez les parents. Écoutez ce qu'en disait sa directrice adjointe Violaine Montmarché sur Europe 1. Avec le déploiement des capacités technologiques, ça peut aller jusqu'à retrouver le visage même de votre bébé sur le film d'un viol d'enfant. Et l'autre élément, c'est que plus on va donner d'informations sur l'enfant, sur ce qu'il aime, plus on va ouvrir aussi la porte à ce phénomène qui est le grooming, c'est-à-dire la capacité à entrer en contact avec lui. Et pour être parfaitement complet sur ce sujet, quelques chiffres qui viennent appuyer cette campagne. Entre l'été 2023 et l'été 2024, l'Office mineur a reçu près de 150 000 signalements de contenus pédocriminels échangés sur les plateformes, une augmentation de 12 000% sur les 10 dernières années, selon Véronique Béchu, commandante de police à l'OFMIN. Autre sujet à présent, le comédien et réalisateur Artus était reçu hier au Sénat après l'énorme succès de son film Un petit truc en plus. Artus veut aller plus loin sur le handicap. Il veut aussi profiter de l'élan généré par le 9e long métrage le plus vu de l'histoire du cinéma français, Un petit truc en plus. C'est 10,7 millions de téléspectateurs et des petites idées justement derrière la tête d'Artus. L'humoriste de 37 ans a annoncé sa volonté de créer des centres de vacances inclusives pour les personnes en situation de handicap. J'aimerais qu'il y ait un mélange de jeunes valides avec des jeunes en situation de handicap, parce que je pense que plus on sera mélangé, plus ça deviendra banal. Je veux qu'il y ait un vrai côté Club Med, hôtel de luxe, et qu'on arrête de faire rimer le médicalisé avec le glauque. La mission était déjà réussie avec son film, encore et toujours diffusé dans quelques salles, si vous ne l'avez toujours pas vu, Virginie. On termine avec notre série de la semaine, la remise des Nobel qui se poursuit. Aujourd'hui, c'était au tour de la chimie d'être récompensée. Et ce sont les Américains David Baker et John Jumper, ainsi que le Britannique Demis Hassabis, qui sont les heureux lauréats 2024 pour leur recherche sur les structures de protéines. Plus précisément, le jury a expliqué que le biochimiste David Baker avait réussi l'exploit presque impossible de construire des protéines entièrement nouvelles. De leur côté, Demis Hassabis et John Jumper ont mis au point un modèle d'intelligence artificielle pour résoudre un problème vieux de 50 ans, prédire les structures complexes des protéines. Et pour les Nobel 2024, le chèque qui accompagne le prix est de 11 millions de couronnes, soit 920 000 euros à partager en cas de multiples gagnants, de quoi faire avancer un peu plus la médecine. Merci beaucoup Adrien. Harcèlement, agression, défiance à l'égard des professeurs, tant de mots qui rongent la scolarité des élèves et aussi la pratique du métier d'enseignant. Alors si l'école reste la mère des batailles, l'autorité doit-elle en être une arme? On en parle tout de suite avec nos invités. Jean-Pierre Bellon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien professeur de philosophie, vous êtes pionnier dans la lutte contre le harcèlement et auteur de Renouer avec l'autorité à l'école chez ESF Sciences Humaines, 10 mesures immédiates. On va bien sûr évoquer ces mesures ensemble. Également avec nous par Skype, Fatia Boudjala. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes essayiste et principale adjointe de collège. Alors j'aimerais d'abord, avant de commencer à parler d'autorité, bien que ce soit forcément lié, une réaction à cet élève de 18 ans qui a été placé sous contrôle judiciaire et qui a l'interdiction de rentrer d'ailleurs en contact avec l'enseignante jusqu'à l'audience prévue le 11 décembre. Elle aurait giflé son enseignante qui lui demandait de retirer son voile. Une réaction, Jean-Pierre Bellon? Je crois que c'est très révélateur de la situation des collèges et des lycées aujourd'hui. Après,
Je pense que c'est un petit peu difficile de commenter une affaire qui est en cours et dont on ne sait pas, oui. dont on ne sait pas tout. Oui, tout à fait. Une réaction, j'aimerais, Fathia Bouajarat, effectivement, à cette situation. Et puis, évidemment, à se poser la question de si savoir cette loi de 2004 sur le port de signes religieux était finalement, comme vous le disiez il n'y a pas si longtemps, une loi d'apaisement, ou est-ce que finalement ça crée davantage de crispation? Alors, je pense que vous pouvez écarter le conditionnel. Il me semble bien que la jeune majeure, il me semble qu'elle est majeure aussi, a reconnu les faits, c'est-à-dire avoir giflé. La réaction de certains enseignants qui ont préféré soutenir cette jeune fille plus attachée au voile qu'au respect du règlement m'incite à un peu de prudence. Voilà. La réaction du ministère a été prompte, c'était important, surtout que le même ministère nous avait adressé un mail concernant l'hommage rendu à Samuel Paty et à Dominique Bernard qui aura lieu ce lundi, le lundi 14. Donc il était nécessaire que le ministère soutienne l'enseignante. Après, nous respectons l'état de droit dans le ministère de l'Éducation nationale. Avec une mesure conservatoire, c'est la seule façon d'éloigner l'élève en cause de l'établissement. Mais une procédure contradictoire va démarrer et le conseil de discipline fonctionne comme un tribunal où on entend, où les personnes pourront se défendre. Quant à la loi de 2004, en effet, ça a été une loi d'apaisement. On nous prédisait, souvenez-vous, l'enfer. Or, il y a encore des provocations. Cette jeune fille semble être dans cette logique de provocation où régulièrement, elle mettait son voile avant d'avoir franchi les grilles. Ça se passe aussi dans le sens inverse où on essaye, certaines jeunes filles, de retirer le plus tardivement possible le voile alors qu'on sait qu'il y a un cadre clair réaffirmé par le ministre Attal. D'accord, donc vous pensez que c'est une loi d'apaisement aussi, la loi de 2004, Jean-Pierre Bellon? Elle était absolument indispensable, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Indispensable, je n'en doute pas. D'apaisement, c'est ma question. C'est une loi qui permet davantage de sécurité au sein des établissements scolaires. Cela dit, sur une affaire comme celle-ci, je pense que les enseignants se trouvent en grande difficulté. Oui. Ont-ils un protocole qui leur permet de réagir, de faire face à ce type de situation? Que ce soit effectivement une situation de type provocation ou que ce soit un élève incivil, un élève arrogant, menaçant, etc. Non, les professeurs sont contraints de se débrouiller un peu tout seuls en réagissant chacun à leur manière. Je pense que dans n'importe quelle administration, et je vais dire dans n'importe quelle entreprise, les professionnels ont des protocoles qui leur permettent de réagir en cas d'incivilité, d'agression, de menaces. Les professeurs, non, on n'en parle pas dans les centres de formation et on les livre eux-mêmes. Vous vous sentiez livrée à vous-même quand vous étiez enseignante, Fathia Bouajarat, et aujourd'hui principale adjointe? Vous avez l'impression que c'est ce que disent les professeurs aujourd'hui? Bien, j'ai été enseignante à Marseille, à Toulouse, 18 ans durant. C'est sûr que la personnalité du chef d'établissement, il y a clairement un effet chef d'établissement. Après, le deuxième facteur le plus important, c'est le quartier. Si vous êtes dans un territoire ghettoisé ethniquement et culturellement et socialement, ben c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de faire respecter cette loi. Mais encore une fois, les provocations restent fort heureusement l'exception. Là, ce qu'il fallait absolument, c'est empêcher ce qui s'était passé dans ce lycée francilien où des menaces de mort avaient plu sur le proviseur qui avait été obligé contraint de prendre sa retraite anticipée. Donc j'espère qu'après tous les faits divers, tous les actes, nous puissions à chaque fois nous améliorer et faire du soutien à la règle et de la pusillanimité ou de la retenue l'exception. Alors on va parler, ça ne nous a pas échappé, c'est le thème de l'émission, comment renouer avec l'autorité, c'est aussi le titre du livre de Jean-Pierre Bellon. Alors je vais vous le dire, et je le prends pour moi, Jean-Pierre Bellon, forcément, quand je vois autorité, je me dis, est-ce que ça va pas être un peu réac, j'ose le mot. Et beaucoup l'ont dit, et d'ailleurs dans la préface, c'est drôle, c'est justement indiqué, on y fait allusion à ce côté réac. En fait, vous démontez complètement cette idée reçue, du moins dans les premières pages, par l'éthique de l'attention. Et c'est absolument remarquable. Vous expliquez, et on a l'impression de le vivre, on ne fait plus attention à l'autre, que ce soit effectivement dans l'enceinte de l'école, et c'est ce qui nous préoccupe bien sûr dans cette émission, mais aussi dans la rue ailleurs, à celui qui ne va pas bien, à celui qui ne comprend pas un énoncé.
Alors, paraître réac, mais complètement indifférent. Ça, alors là, j'en ai tellement... C'était de la provocation que je vous faisais. Non, moi, ça ne me dérange pas du tout. Non, ça n'a rien ni de réactionnaire ni de progressiste. L'autorité, c'est très simple. C'est la parole forte, ferme de l'adulte, qui n'est pas négociable. Il y a des choses à l'école qui ne sont pas négociables. Le cadre scolaire ne peut pas être négociable. Les jeunes gens doivent étudier en paix. C'est PISA. Il a quand même fallu qu'une enquête internationale révèle ce qui se passe dans nos classes. PISA révèle qu'un lycéen sur 2 considère qu'il y a trop de bruit dans sa classe au point qu'il n'entend pas ce que dit le professeur. La paix scolaire n'est pas négociable. Il faut que les élèves puissent entendre ce que dit le professeur. Ça crée des injustices absolument inouïes. Imaginez une scolarité d'un élève qui fait ses études en pouvant écouter ce que dit le professeur, et un autre, il ne peut pas. Mais au bout du compte, c'est une série d'échecs absolument considérable. Donc, pour moi, renouer l'autorité dans les classes, ça devrait être une exigence pour tout citoyen un peu soucieux de la jeunesse. Renouer avec l'autorité, effectivement, l'éthique de l'attention. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire déjà Renouer avec l'autorité à l'école, le livre de Jean-Pierre Bellon, Fathia Bouadjalat, mais j'aimerais votre réaction par rapport justement à cela. Être plus attentif à l'autre, de manière à avoir, si je puis dire, obtenir une autorité naturelle. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une telle carence éducative de la part des parents, un tel délitement, une explosion des foyers monoparentaux avec l'absence du père, qu'on en est réduit à faire des cours d'empathie. C'est-à-dire ce qui est censé aller de soi, ce qui est censé être naturel maintenant, il faut qu'on l'enseigne à l'école. Donc on confie beaucoup de missions à l'école et de moins en moins celle de la transmission. Pour aller dans le sens de votre invité, les études ont révélé, la DGESCO qui n'existe plus, que c'était l'équivalent dans les territoires les plus en difficulté de 7 semaines de cours qui étaient perdus par an uniquement à cause des incivilités, à cause du bruit, à cause d'un climat scolaire détérioré. Vous rajoutez après les absences dues aux maladies, ben oui, à la fin de la scolarité, les élèves ne sont pas à égalité. Par rapport à l'autorité, j'ai beaucoup travaillé ce sujet-là avec les élèves parce que l'autorité, ça fonctionne sur le consentement. Elle dépend du consentement sur lequel elle s'exerce. C'est-à-dire qu'il faut toujours à un moment soit créer un rapport de force parce que les élèves ne sont sensibles qu'à ça au début, soit de confiance. Certains détournent ça et ça s'avilit en connivence. Mais il faut que les élèves consentent parce qu'en fait, on n'a que la parole. Nous, on n'est pas là pour frapper, on n'est pas là pour faire peur, on n'est pas là pour châtier, on n'est pas là pour terroriser. Et cette confiance, ce consentement, il se construit. Tous les consentements se construisent. Donc, créer un climat propice essentiel, le respect des autres, c'est la base, mais en fait, si on renouait avec, c'est-à-dire qu'on exigeait que ces règles soient pleinement appliquées, c'est qu'il faudrait devenir presque une usine à sanctions, parce qu'il faut dire que certains élèves sont complètement dans l'anomie. On va en parler, on va y arriver aux sanctions justement, parce que déjà j'aimerais qu'on puisse avoir une réaction de Jean-Pierre Bellon qui me dit non, pas du tout, quand vous parlez de consentement. Déjà une réaction à cela. Non, la question du consentement. L'autorité, ce n'est pas un rapport égalitaire. Ce n'est pas la négociation. On a un texte absolument remarquable d'Hannah Arendt qui a 60 ans, dans lequel elle dit, au fond, l'autorité, elle la définit en l'opposant à 2 choses. Ce n'est pas la force, ce n'est pas la contrainte, ce n'est pas la violence. Et la force n'intervient que lorsque l'autorité a fait défaut. Mais ce n'est pas davantage la négociation, on discute, on se met d'accord. Pas du tout. L'autorité, c'est un rapport inégalitaire. La paix dans les classes n'est pas négociable. Et nous ne deviendrons pas une usine à sanctions. Donnons-nous simplement les moyens de punir, donnons-nous les moyens de sanctionner. Actuellement, la question de la sanction à l'école, c'est un désordre absolu. On ne sait pas qui fait quoi. La même infraction scolaire sera punie ici sévèrement, ailleurs elle sera laissée totalement de côté, elle sera ignorée. Donc c'est un désordre absolu. Les jeunes gens ne peuvent pas s'y retrouver. Non, nous n'avons pas à devenir une usine à sanctions, nous pouvons simplement nous donner les moyens de faire respecter les règles. Fathia Bouadjalat. Cher Monsieur Bellon, c'est l'expérience d'enseignante en collège REP+, qui parle, c'est un consentement. Le consentement, ça ne veut pas dire que c'est un rapport égalitaire. C'est réussir à faire comprendre aux élèves que s'ils obéissent, ce n'est pas par peur, c'est parce qu'ils font confiance à l'enseignant. Ce n'est
Alors voilà, moi ça me fait un peu rire parce que vraiment, j'étais connue pour être une enseignante extrêmement, avec beaucoup d'autorité, qui n'a jamais eu besoin d'exclure un seul élève de cours en 16 ans d'exercice. C'est pas, je cherche pas à établir un rapport égalitaire. Il y a un point de surplomb. Oui, les adultes ne doivent pas être placés sur le même plan que les enfants et leurs paroles. Quant aux sanctions, nous sommes dans un état de droit et au contraire, elles ont été parfaitement uniformisées, je dirais, au niveau national. Résultat, les procédures sont tellement devenues lourdes qu'il se passe minimum, et ça c'est la loi, il se passe minimum 8 jours ouvrés entre la date de commission d'un fait et la décision d'une sanction. Nous devons attendre 3 jours, recevoir les parents, c'est le début de la démarche du contradictoire, puis attendre 3 jours de plus pour annoncer la sanction, puis attendre 3 jours de plus au cas où la famille ferait appel. Donc ce n'est pas le foutoir, il y a des protocoles, mais nous respectons l'état de droit. J'ai peut-être le sentiment un peu négatif qu'en tardant autant, il y a un sentiment d'impunité qui s'installe et l'impunité crée le crime. Une réaction. Si l'état de droit, c'est rallonger les délais, c'est faire en sorte que entre l'infraction scolaire et la sanction, il y ait 8, 10 jours, et après il y aura les vacances de toute façon. Non, l'état de droit, d'ailleurs je n'arrive même plus à comprendre ce qu'on met sous ce vocable d'état de droit. C'est justement la question que je vais vous poser. Ça veut dire quoi, état de droit, en l'occurrence, quand il y a une infraction à l'école? De toutes les manières. Non, l'état de droit, ça pourrait d'abord être, très clairement, définir la liste des infractions scolaires. Dans ce livre, je me suis occupé à essayer de voir tout ce qui n'a pas sa place au sein d'un établissement scolaire. Vous proposez d'ailleurs, je cite, que tous les personnels de l'établissement devraient avoir pour consigne de rappeler systématiquement à l'ordre, tout élève auteur de tels propos et de tels gestes et de procéder à un signalement. Absolument. Il faut d'abord établir la liste des infractions scolaires. Ça n'a jamais vraiment été fait. J'ai essayé de le faire. Deuxièmement, il faut que les enseignants soient incités systématiquement à les signaler tous. À les signaler, mais pas à les sanctionner. Mais à les signaler auprès de qui? Et il faut que dans ce cas-là, qu'il y ait une instance. Moi, je suggère que dans tout établissement scolaire, on crée une commission de suivi des infractions qui aura vocation à définir, en fonction de l'infraction, de proposer une sanction et la proposer au chef d'établissement. Là où j'avais mis en place, à titre expérimental, ce type de dispositif, on a fait chuter de façon considérable les heures de retenue. Les heures de retenue, il y a quand même un chercheur qui nous a expliqué qu'en France, un élève de collège est puni et collé une fois par an, minimum. Quant au nombre je crois que Madame le disait tout à l'heure, quant au nombre d'exclusions, c'est un collège fantôme, nous dit ce même chercheur, tous les mois. Mais pardon, pourquoi une commission des infractions, en l'occurrence, permet de réduire justement considérablement? Parce que punir, c'est un métier, j'allais dire. Punir, il faut savoir. Ça nécessite du tact, ça nécessite du doigté, ça nécessite de l'autorité. C'est-à-dire ce mélange finalement de courtoisie et de fermeté. C'est pas le rôle des enseignants en fait? Actuellement, l'enseignant, dans sa classe, il réagira selon son humeur, selon son agacement, selon son degré de fatigue. Non, il faut vraiment que les sanctions soient proposées par une instance indépendante. Et alors ça, c'est parfaitement conforme à ce qu'on pourrait appeler un état de droit. Alors, Fathia Boudjalal, justement, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette commission éventuelle des infractions qui pourrait être créée dans chaque établissement, et puis, de cette charte commune éventuelle que l'on pourrait, vous faites allusion dans votre livre, Jean-Pierre Bellon, qui pourrait effectivement permettre de comprendre et de normaliser, si je puis dire, entre guillemets, les infractions communes à tous les établissements. Je vous avoue que je suis un peu étonnée parce que se plaindre de la lenteur de la prise de décision et vouloir alourdir ça par une commission, la sanction, ça aussi c'est du droit, elle appartient à la direction. Le principal et son adjoint, c'est les seules habilités. Les punitions comme les heures de retenue peuvent être données par les enseignants, par les CPE. Les agents sont tout autant incités que les autres à faire respecter les principes de civilité. La cantine, le temps périscolaire, ça met en jeu les surveillants, ça met en jeu les agents. Donc là, il n'y a aucune difficulté. La plupart du temps, quand ces commissions étaient mises en place, toutes les sanctions étaient complètement minorées. Pardon, excusez-moi, j'aurais juste fait une distinction, j'ai bien compris. Il y a une différence entre sanction et punition, ou j'ai mal compris? Le régime des sanctions appartient uniquement à la direction d'un collège.
La CPE... La différence entre les deux, excusez-moi, la différence entre les deux, c'est quoi? La sanction, entre la sanction et la punition? Vous parlez de colle, d'exclusion, c'est quoi? Voilà, c'est le degré de gravité. Le régime des punitions, ça peut être la retenue, ça peut être l'exercice supplémentaire. Par contre, le système d'inclusion où vous êtes retiré des cours et mis au travail une journée, le système des exclusions, ce genre de choses-là, ça appartient uniquement à la direction. Et à chaque fois que j'ai pu voir ce genre de commission fonctionner, elle se tenait une fois par semaine, et s'il y avait un incident grave le lendemain, il n'était traité que la semaine suivante. Il n'y avait pas du tout cette souplesse et cette agilité dont on a besoin parce qu'on a affaire à des enfants. C'est un état de droit à l'école, c'est-à-dire que les parents ont des droits. Il y a un code qui s'appelle le code de l'éducation. Il y a des ouvrages comme le droit de la vie scolaire. Les élèves ont des droits, les familles ont des droits, les parents ont des droits. On peut penser qu'ils en ont trop, ça m'est arrivé de le penser, mais eux-mêmes, on doit leur montrer que leur comportement déviant a créé une perturbation et qu'on est censé ramener de l'ordre, parce que l'ordre est indispensable à un climat scolaire apaisé. Donc on le fait, les conseils de discipline se tiennent, les rencontres avec les parents se tiennent, mais ce genre de commission, voilà, j'ai l'impression que M. Bellon a peut-être, alors je ne sais pas, ce genre d'idée, c'est tellement mis en place dans tous les établissements que c'est vraiment pas l'exception et c'est pas vraiment de l'innovation. Au contraire, beaucoup de gens s'en servent justement pour empêcher la prise de décision parce qu'en fait, les statistiques d'exclusion sont prises en compte par le directeur académique et peuvent être reprochées à la direction. On va peut-être laisser réagir Jean-Pierre Bellon, si vous le voulez bien, parce que les phrases sont un peu longues. Voilà. Là où je le rejoins, c'est qu'il faut inciter à faire remonter les incidents. Il ne peut plus y avoir de choses mises sous le tapis pour faire croire qu'il y a une espèce de paix sociale. Tout acte, toute parole, tout geste doit avoir une réponse, mais le droit français nous dit que la sanction doit être individualisée et personnalisée. Donc quand vous êtes dans un territoire, j'étais à Marseille, ce sont les policiers qui nous ont demandé de moins exclure les élèves parce que quand les élèves étaient au collège, ils cramaient moins de voitures. Donc on laisse parler juste Jean-Pierre Bellon, juste une petite minute, allez-y. Mais je comprends, vous êtes animé, vous avez bien raison, c'est une passion aussi. Jean-Pierre Bellon. La distinction entre punition et sanction, elle a 25 ans, 24, date de 2000. Alors, on a fait une distinction d'un côté, c'est n'importe quel personnel de l'établissement peut punir, et de l'autre côté, le chef d'établissement peut sanctionner. Ou le principal adjoint. Sauf que dans les faits, moi, deux cas récents, parce que je suis pas déconnecté. J'ai été professeur de philosophie pendant très longtemps. J'ai travaillé dans des établissements qui n'étaient pas simples et dans lesquels on a essayé de rétablir un minimum de paix. Donc je ne fais pas partie de ces auteurs déconnectés. Dans la même infraction, j'ai deux cas récents. Un professeur insulté. Dans les deux cas, ça s'est soldé par une lettre d'excuse. Lettre d'excuse. La lettre d'excuse, c'est le niveau 2 des punitions, sur une échelle de 1 à 4 pour les punitions et une échelle de 1 à 6 pour les sanctions. Alors, attendez, en quoi ça vous choque? C'est pas bien dans le sens où, en fait, l'élève ne comprend pas ou c'est bien? Ça veut dire quoi? Dans les infractions que j'ai identifiées, les 56 infractions, on peut les classer en 3 catégories. Il y en a qui sont bénignes. Ne pas apporter son matériel scolaire, etc. Il y en a qui sont gravissimes, tout ce qui est atteinte aux personnes. Bien sûr. Comment se fait-il que les atteintes aux personnes soient punies, et même pas sanctionnées, par quelque chose qui n'est pas une punition? Une lettre d'excuse, ce n'est pas une punition. Une lettre d'excuse, c'est une demande de réparation. Donc elle peut accompagner la punition ou la sanction, elle ne la remplace pas. C'est pour prendre conscience réellement de l'acte qu'on a fait, on est d'accord? La sanction, elle n'est pas... Il n'est pas question de sanctionner pour le plaisir de sanctionner, pour sombrer dans un quelconque autoritarisme. Sanctionner, ça permet de signifier que tel acte n'est pas acceptable au sein de l'école. Alors, madame, depuis qu'elle est devenue principale, j'ai pas retenu votre nom, désolé. Fatia Boujalat. Pardon. Mais depuis que vous êtes devenue principale, j'ai l'impression que vous avez choisi de défendre, et ma foi, c'est votre rôle de défendre l'institution. Mais ne venez pas nous expliquer qu'actuellement, tout marche bien dans le système des sanctions. Les principaux et les proviseurs, principaux de collège et les proviseurs de lycée n'en peuvent plus
Ils ont un travail absolument considérable, ils ont une charge gigantesque. Moi, ce que je propose, c'est qu'une instance les décharge un peu. Ils prendront au bout du compte la décision, c'est en effet de leur responsabilité, mais je pense qu'il faut savoir punir, il faut oser punir et savoir punir et de façon un petit peu plus équitable qu'on ne le fait aujourd'hui. Mais cette commission, elle permettrait justement de ne pas punir sur un coup de nerf, par exemple, d'avoir une décision plus juste? Bien entendu. Bien entendu. Elle éviterait que... mais même, j'allais dire, dans l'événement, que je me refuse à commenter un fait actuel, mais tout de même, cette collègue s'est retrouvée bien seule dans la cour à vouloir arrêter cette jeune fille, à vouloir faire en sorte que cette jeune fille ôte son voile. Donc elle s'est retrouvée très seule. Il n'aurait-il pas été plus simple qu'elle ait mission de signaler immédiatement et que immédiatement une instance s'occupe de rétablir l'ordre. Donc je reviens toujours à cette difficulté qu'on connaît bien en France, qui est que les enseignants sont en première ligne et sont en grande difficulté. Alors justement, parce qu'on parle beaucoup des élèves, effectivement, du problème de l'autorité des élèves vis-à-vis des enseignants et de l'institution, mais j'aimerais justement qu'on voit le prisme inversé, c'est-à-dire la problématique des enseignants vis-à-vis eux-mêmes de leur propre institution. Si vous le voulez bien, Fathia Boujalat, une réaction à cela, parce que j'aimerais connaître votre avis. Est-ce que les enseignants, les principaux adjoints dont vous faites partie de collège, se sentent soutenus par l'institution et je dirais même par le ministère finalement de l'Éducation quand il y a ce type de situation compliquée qui arrive? Écoutez, j'ai pas réputation de défendre le ministère. Au contraire, j'ai pris la parole dans les médias plusieurs fois pour dénoncer son inertie, voire souvent sa lâcheté. Je respecte l'état de droit, les règles, parce que sinon, c'est simple, les parents font appel, on a affaire à des parents procéduriers, ils font appel au rectorat, les décisions sont cassées si les délais n'ont pas été respectés, par exemple. On est entré dans ce juridisme épuisant, c'est ça qui épuise en fait, c'est ce respect-là des règles. Quant aux enseignants, il y a une minorité qui dysfonctionne. Voilà, encore un enseignant là qui a fait état d'une maladie grave d'une élève en cours devant tous les élèves. Voilà, il y a aussi des enseignants qui dysfonctionnent, c'est une minorité. Pour les autres, ça dépend vraiment, il y a un effet chef d'établissement. C'est-à-dire que l'autorité, elle s'incarne. Elle doit s'incarner, c'est pour ça qu'on ritualise. On est à l'entrée du collège le matin, on est à la sortie du collège le soir. On ne reste pas claquemuré dans nos bureaux, même si on est assommé la direction de tâches administratives. Voilà, il y a un effet chef d'établissement. Et c'est ce qui compte énormément. Après, il y a quelque chose qui nous échappe et c'est ce qui cause 90% des dysfonctionnements maintenant qu'on observe chez les élèves, c'est les réseaux sociaux. Ça prend des proportions folles. Les parents s'en mêlent, ça crée un sentiment d'insécurité permanent, le sexting, le cyberharcèlement, voilà. Ça, c'est la pause numérique, par exemple, je pense que ça peut être quelque chose de très efficace pour lutter contre ça. Et puis, interdire, si on pouvait faire respecter l'interdiction des réseaux sociaux à certains élèves, voilà, comme mesure. Alors, la ministre de l'Éducation, Fathia Boujalat, la ministre de l'Éducation à ce sujet a dit la semaine dernière être favorable à une décision du chef d'établissement selon sa propre politique. Et alors là, je vais faire réagir Jean-Pierre Bellon à ce sujet. Est-ce que justement, on en manque encore une fois de charte commune? Parce que si c'est chaque établissement qui décide de faire sa propre loi, est-ce que réellement c'est rassurant à la fois pour les enseignants et pour les parents? À chaque fois, sur la question du téléphone portable, on ne fait que la moitié du chemin. La première fois, en 2018 ou 2019, il y a eu cette interdiction en collège, mais il était mentionné, je crois que c'était dans le texte, que la possibilité de laisser le téléphone dans des casiers est une idée intéressante. C'est-à-dire, en gros, on interdit, mais on va le garder sur soi. C'est que ça coûte un peu d'argent aussi, quand même, des casiers. Oui, mais je pense qu'il faut là aussi donner aux jeunes gens les moyens d'être en paix. Je crois que tous les établissements scolaires qui se sont donné les moyens d'interdire totalement le téléphone portable, c'est-à-dire que de la première heure de cours jusqu'à la dernière, les élèves ne consultent pas leur téléphone, ils ont observé une paix, des élèves beaucoup plus disponibles pour
pour écouter. Donc oui, il faut, franchement... Moi, je suis vraiment désolé. Madame Belloubet avait fait des avancées, des propositions qui étaient tout à fait intéressantes. Elle parlait d'une pause numérique. J'ai un peu l'impression que... Enfin, on va voir les prochaines déclarations de Madame Jeunetet. J'ai l'impression qu'on revient en arrière. Donc non, je pense franchement qu'il faut aller jusqu'au bout du chemin. On verra. En tout cas, merci à vous deux. Pardon, le temps nous presse un peu. C'était passionnant de pouvoir discuter avec vous deux. Merci beaucoup d'être venus de près ou de loin dans l'émission. Jean-Pierre Bellon et Fathia Boujalat. Je rappelle le livre de Jean-Pierre Bellon, Renouer avec l'autorité à l'école, 10 mesures immédiates, paru chez ESF Sciences Humaines. Merci mille fois d'avoir participé à l'émission Fathia Boujalat. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite dans le Grand JT. Béatrice Musso, bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous sur le Grand JT. Vous êtes présidente de Les Amis des Enfants du Monde. Les Amis des Enfants du Monde, c'est une ONG qui a été créée en 1976. Vous y êtes déjà depuis 15 ans. Exactement. Vous êtes avec eux depuis un petit moment. L'association a pour but d'accompagner le développement global des enfants qui sont à la fois des familles défavorisées, c'est bien ça, des familles dans leur ensemble, pour les aider à grandir, à les accompagner dans la scolarité, aussi dans leur santé mentale et physique. Tout à fait, c'est ça. Donc, comme vous l'avez dit, l'association, nous avons fêté nos 50 ans cette année. L'association donc, a été créée en 1974 autour de la guerre du Vietnam et s'est généralisée en devenant les Amis des Enfants du Monde. Nous sommes une association basée dans le 92, donc dans les Hauts-de-Seine, avec pour objectif, comme vous l'avez dit, de prendre en charge le développement global des enfants, de l'enfant, en se fondant bien sûr sur la Convention internationale des droits de l'enfant de 89, puisqu'on estime que tous les droits, et c'est la Convention qui l'estime, que tous les droits sont équivalents. Vous avez cité en champ d'action prioritaire l'éducation, on a aussi la santé, le droit à l'identité. On vient aussi en soutien ou en aide aux enfants isolés, aux enfants des rues. Oui, parce que vous parlez du 92 des Hauts-de-Seine, donc la France, mais en fait vous êtes présente dans 14 pays, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Alors quelles sont vos actions dans les pays en question? Alors déjà, si vous me permettez, le siège est dans le 92, donc à Montrouge précisément, mais nous sommes une association nationale, c'est-à-dire que nous avons des bénévoles, nous couvrons à peu près toute la France, et nous avons des bénévoles à peu près dans toutes les régions, puisque nous sommes 800 bénévoles avec 3 salariés. Quant au champ d'intervention, nous intervenons dans 14 pays. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, mais à peu près sur tous les continents. Je vous en donne quelques-uns. Le Honduras, le Guatemala, Haïti. Sur le continent africain, nous sommes présents au Burkina Faso, au Sénégal, l'Éthiopie. En Asie, en Inde, Cambodge, Vietnam, Philippines, notamment le Liban, avec l'actualité dramatique qu'on connaît actuellement. Et en 2018... nous avons fait le choix d'apporter aussi un soutien à des programmes français et plus précisément de venir en aide aux migrants. Donc nous soutenons 2 autres associations que les téléspectateurs connaissent peut-être, Utopia 56 et Hors la rue. Voilà, globalement présenté. Je ne vais pas citer tous les pays, mais... C'est effectivement un programme qui se joint à d'autres programmes déjà existants, puisque vous parlez d'autres associations qui déjà luttent contre la pauvreté, contre justement ces situations de détresse que peuvent connaître les enfants du monde. Vous parlez par exemple d'Utopia 51, c'est ça? 56. 56, oui. 56. De quelle manière vous arrivez à joindre vos expériences et vos projets? Alors, on part de l'idée que pour faire une solidarité internationale efficace, les projets doivent venir de partenaires locaux. Donc ça, c'est vraiment notre singularité, peut-être, par rapport à d'autres organisations de solidarité internationale. Donc les programmes sont initiés par des partenaires locaux. Si on prend, par exemple, les Philippines, ce sont des bénévoles philippins, des associations philippines qui vont nous proposer des projets, des programmes. Alors ça se fait dans le cadre de missions, puisque nos équipiers vont en mission à peu près tous les ans ou tous les 18 mois. Et on vient en soutien, en apport financier. Mais nos partenaires nous disent, vous n'êtes pas simplement des financeurs, vous êtes aussi un petit peu, je reprends leurs mots, des bailleurs à visage humain, parce qu'on se rend en mission, on les accompagne, on les soutient,
Mais j'insiste bien sur notre singularité du fait que ce sont vraiment des projets initiés par les partenaires locaux. Parce qu'on part de l'idée que ce sont nos partenaires locaux qui connaissent le mieux les besoins des enfants défavorisés. Bien sûr, ils connaissent bien effectivement le terrain. On peut citer peut-être un ou deux projets qui vous tiennent à cœur, qui sont effectifs en ce moment par exemple, alors, pour qu'on puisse se rendre compte effectivement de l'impact. Oui, alors écoutez, je prendrai l'exemple peut-être lié à la triste actualité du Liban. Oui. Nous avons un seul partenaire au Liban, mais un partenaire fidèle, enfin plutôt nous sommes fidèles à ce partenaire, mais ça marche dans les deux sens, c'est l'association Libami, puisque nous les accompagnons depuis maintenant 1992. Et sa présidente rappelle que le soutien est pour eux essentiel. Nous avons eu encore des nouvelles hier par la présidente de cette association. Donc très concrètement, là leur local a pu réouvrir. Ils sont au centre de Beyrouth. Ils viennent en aide aux familles. Alors ça peut être un soutien matériel, ça peut être aussi, puisque les écoles privées et semi-privées ont pu malgré tout réouvrir ces jours derniers. Donc, ils peuvent continuer par ce biais-là à faire l'école et aussi, et c'est là l'approche globale de la prise en compte des besoins des enfants, non seulement faire cours, mais aussi leur permettre d'avoir un repas, malgré le contexte tragique de la guerre, un repas le midi. Ensuite, il y a une écoute aussi téléphonique d'une psychologue au sein de l'IBAMI qui arrive quand même à faire le lien encore avec les familles, parce qu'il faut savoir que les familles de Beyrouth hébergent souvent dans des logements exigus, les réfugiés du Sud qui viennent se réfugier du côté de Beyrouth. Donc c'est en fait à la fois par exemple pour l'IBAMI en question, l'aide que vous apportez via les Amis des Enfants du Monde, c'est une aide évidemment financière. Est-ce qu'il y a aussi pour tous ces enfants qui sont dans une situation de détresse, on l'a dit, en l'occurrence au Liban, elle est assez évidente malheureusement du fait de l'actualité, à la fois sur l'éducation, sur la santé, sur la prise en charge, est-ce que c'est aussi complet, c'est-à-dire que pour tous ces enfants qui sont éloignés de leur famille ou qui d'un coup se retrouvent esselés, abandonnés, est-ce qu'il y a un recueillement aussi qui est fait? Alors, un accueil? Un accueil, vous voulez dire au sein de l'IBAMI, pas dans cette structure-là, pas dans le cadre de l'IBAMI. L'objectif de l'IBAMI, c'est plutôt de soutenir les familles qui elles-mêmes viennent en accueil de parents qui viendraient se réfugier, si je puis dire, chez eux. Mais tous nos programmes sont différents, même s'ils tournent tous autour d'une prise en charge globale ou holistique, comme on dit, des besoins des enfants. Donc ça peut être, par exemple, si je prends un exemple de l'Éthiopie, des orphelinats, donc là qui prennent en charge des enfants qui n'ont pas pu faire l'objet d'adoption parce que notamment atteints du VIH, donc ils sont restés dans cet orphelinat. Là, par définition, parce qu'ils sont orphelins, il y a une prise en charge, il y a un accueil, comme vous disiez tout à l'heure, avec encore un soutien global, la scolarisation, la santé, l'approche psychologique des enfants. Vous parliez tout à l'heure d'identité aussi. Oui. C'était peut-être un sujet qui est un peu plus abscon pour ceux qui nous regardent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, alors moi, j'aime bien le concret, donc on peut prendre l'exemple de Madagascar, où nous sommes en soutien d'une association qui s'appelle Koloai et qui estime à juste titre que le droit à l'identité est un droit qui est consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant. Et on sait que l'état civil qui est très présent en France, c'est pas comme ça dans tous les pays. Et donc cette association œuvre pour que les enfants puissent avoir une identité. Pour continuer sur l'exemple de Madagascar, le délai pour déclarer son enfant est très court, comme chez nous, c'est 3 jours, sauf qu'il peut y avoir des problèmes de transport, donc quand l'enfant n'est pas déclaré dans les 3 jours, l'enfant n'a pas d'identité. Ah, c'est dans ce sens-là, d'accord, dans la déclaration finalement de sa propre identité, dans cette déclaration juste de naissance. Voilà, c'est ça. De citoyenneté en fait. Et qui peut avoir des incidences, puisque sans identité, l'enfant, et c'est surtout beaucoup les filles, ne vont pas pouvoir continuer leur scolarité. On peut peut-être faire les premières années de primaire, mais ensuite ne pourront pas aller dans le secondaire et donc leur vie scolaire s'arrêterait là. Donc c'est le droit à l'identité, voilà, ça passe par la reconnaissance d'un état civil en fait, pour pouvoir poursuivre grandir en tant que citoyen et poursuivre sa scolarité. Beaucoup d'enfants vivent effectivement dans des situations de détresse, on le disait, dans le monde, et c'est absolument terrible. Et heureusement que vous êtes là pour lutter avec toutes ces associations sur place. Est-ce qu'on peut quand même redire à
à quel point les filles aussi sont les plus touchées de cette situation dans le monde, j'entends. Bien sûr, les filles sont les premières victimes, je dirais, en tant que personnes vulnérables. Donc là aussi, certains de nos programmes, notamment aux Philippines, mais pour ne prendre que cet exemple-là, il y en a bien d'autres. Notre volonté, c'est aussi de prendre en charge, si je puis dire, mais toujours par l'intermédiaire de nos partenaires locaux, les populations les plus fragiles. Et comme vous le dites, les filles en font partie. On vient d'écrire là un article sur les réseaux sociaux, Instagram, sur notre site aussi, justement sur le droit des filles, puisqu'on consacre chaque année en octobre une journée sur le droit des filles. Donc ça fait partie. Chaque jour. Oui, bien sûr. Voilà. Les filles, bien entendu, on a parlé des enfants malades qui étaient justement pas aptes, entre guillemets, à être adoptés. Vous le disiez, en Éthiopie parce qu'atteints du VIH. C'est aussi le cas des enfants aussi en situation de handicap. Bien sûr, tout à fait. Donc ça aussi, ce sont des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, et dans certains de nos programmes, nos partenaires prennent en charge ces personnes, ces enfants en situation de handicap, par une prise en charge médicale, mais par aussi une scolarisation, puisqu'il faut un petit peu une pédagogie alternative, que ce soit le handicap physique ou le handicap parfois mental. Et certains de nos partenaires, je pense là encore aux Philippines, mais aussi au Burkina, on peut venir en aide à ces enfants handicapés qui ne seraient pas pris en charge par les structures étatiques, si je puis dire. Et ce sont des associations qui viennent au soutien de ce que peut faire l'État. Il est encore difficile de rappeler aujourd'hui les droits fondamentaux des enfants, des citoyens. Je pense qu'il est très difficile. Il n'y a qu'à regarder ne serait-ce que la France, parce que ça commence par la propre politique internationale de la France, où ce n'est que depuis la déclaration faite en décembre 2023 sur la politique internationale, mais cette fois humanitaire, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Je me permets ce petit rappel. Dans les associations de solidarité, il y a 2 grandes catégories. Les humanitaires, qu'on connaît sous le nom d'urgentistes, et les organisations de solidarité de développement. Nous faisons partie de cette 2e catégorie. C'est-à-dire que nous travaillons sur le long terme. Et pour venir à la déclaration de politique internationale, mais cette fois dans le cadre du contexte d'urgence, c'est la première fois, et ça c'est une petite bataille du groupe Enfance, qui est un collectif dont nous sommes membres, que l'État reconnaît la nécessité de prendre en compte de façon systématique l'enfance et les droits de l'enfant dans leur dimension globale, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La protection de l'enfance aujourd'hui est vraiment mise à mal, on le voit partout, et ça a été de nombreuses fois, à la fois sur ce plateau, sur tous les autres plateaux de mes confrères journalistes, souvent dit, que ce soit par des éducateurs, des enseignants, des enfants eux-mêmes, des familles. Est-ce qu'à un moment, cette parole est portée aussi est-ce que vous avez l'impression d'être écouté par les politiques ? Alors, ça me permet de rebondir votre question sur une nouvelle activité qu'on développe au sein de l'association depuis une année, qui est une activité de plaidoyer. Parce qu'on estime que pour améliorer les droits des enfants et pour qu'ils deviennent effectifs, ça commence en amont. Avoir une incitation auprès des politiques, que ce soit les parlementaires ou les ministres, notamment le ministère des Affaires étrangères. Et donc, dans cette activité de plaidoyer, alors on ne peut pas le faire tout seul parce que nous ne sommes pas suffisamment une grosse association telle que l'UNICEF. Donc, nous nous joignons à d'autres associations, notamment dans le cadre de cette fédération, ce collectif qu'est le groupe Enfance, dont nous sommes membres. Et donc, nous développons cette activité de plaidoyer. Pas plus tard que cette semaine, nous avons encore signé une tribune pour militer en faveur des droits de l'enfant, pour une meilleure prise en compte des droits de l'enfant dans les politiques, tout simplement, dans la politique internationale, mais aussi dans la politique nationale. Merci beaucoup. Merci Béatrice Musso d'être venue sur le plateau du Grand JT. Merci à vous de nous avoir invités. Je suis ravie. Je rappelle que vous êtes présidente de Les Amis des Enfants du Monde. Merci. Merci beaucoup. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Alors au départ, c'est l'histoire avec ma grand-mère, parce que je lui ai demandé, la nonna, italienne, c'est mon côté italien. J'essayais de mettre l'accent. Oui, c'est très bien. Je lui avais demandé de faire cet exercice quand elle avait 90 ans. Un jour, j'ai entendu parler de testament moral. Je ne connaissais pas du tout ce concept. Et j'étais fascinée par l'idée de pouvoir recueillir ce que ma grand-mère avait appris de la vie, un héritage en faux immatériel. Et donc, je lui ai demandé de le faire. Elle a joué le jeu. À seule condition, c'est que je ne le lise pas avant son décès. Chose qui s'est passée 7 ans plus tard. Donc la lettre était dans un tiroir pendant 7 ans. Donc un testament moral, vous en publiez 11
dans le livre, parce qu'en fait, chaque personne que vous avez interviewée a rédigé ce testament moral. Vous avez eu le droit, pour le coup, de les lire et même de les publier avant leur mort. Absolument. Et donc, ce sont des testaments manuscrits. Oui. C'est ce que j'ai envie de laisser. Ce que j'ai envie de laisser, il y a une partie qui est justement qu'est-ce que j'ai appris, quel est l'essentiel pour moi. Et il y a une partie qui est souvent ce que je vous souhaite à vous. Alors ça peut être vous, ça peut être d'autres lecteurs, si on n'a pas d'enfants, d'autres générations. C'est souvent les petits-enfants quand même, parce que le fait de sauter une génération permet aussi de garder une forme de détachement qui est plus simple peut-être à gérer pour ceux qui écrivent et pour ceux qui écoutent. Et donc c'est un mélange de tout ça. Quand avez-vous eu l'idée et surtout, pourquoi vous êtes passé à l'action? Alors l'action, au départ, c'est un industriel qui lance Ma Chance Moi Aussi. André Payerne, qui avait des industries dans la métallurgie, donc très loin de l'éducation au départ, mais qui avait beaucoup d'ouvriers dans ces usines qui venaient de ces quartiers, et donc qui côtoyaient leurs difficultés. Et au moment de prendre sa retraite, ce constat de l'inégalité des chances est devenu pour lui inacceptable. Et la volonté d'agir, d'être efficace, l'a poussé à construire Ma Chance Moi Aussi, sur la base de préceptes simples, qui est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, il faut agir auprès des plus jeunes, auprès des plus vulnérables dans ces quartiers. Et ça commence à la sortie de la classe? Ça commence tous les soirs à 16h30. En effet, nous allons chercher les enfants à l'école. Qui va les chercher? Nos référents éducatifs. Nous avons des professionnels de l'enfance qui accueillent ces enfants à partir de 6 ans, puisqu'on agit en prévention précoce. On va les chercher à l'école. On les ramène dans nos locaux. Il y a un goûter qui est donné, qui est important. C'est un moment aussi où on revient sur la journée. Et puis après, systématiquement, 40 minutes d'aide aux devoirs et de renforcement scolaire et 40 minutes d'éveil artistique, sportif, culturel, citoyen, pour leur donner une ouverture à des choses qu'ils ne connaissent pas dans leur environnement familial et qui vont semer des graines pour un avenir plus prometteur. Alors, la fête des sciences, est-ce que déjà c'est quelque chose de nouveau? Quelle est son origine? Et puis qu'est-ce qui se passe là actuellement dans les prochains jours un peu partout en France? Alors, la Fête de la Science a été créée au début des années 90, la première édition en 92, par l'impulsion du ministre de l'époque de la Recherche, Hubert Curien. Et ensuite, elle s'est développée un peu partout en France, dans différents endroits, comme les universités, comme ce qui deviendra un petit peu plus tard Sorbonne Université. Et pour notre cas, elle a permis de créer un véritable village des sciences au sein du campus Pierre-Marie Curie de Sorbonne Université. À partir de 2013, et nous en sommes du coup à la 11e édition sous ce format-là. D'accord. Et voilà, c'est ce que je peux en dire pour le moment, sachant que Sorbonne Université, chose importante, et qu'elle a été créée en 2019, et qu'elle rassemble 3 facultés, une faculté des lettres, une faculté des sciences et ingénierie, une faculté de santé, et que notre mission au sein de la direction dont je fais partie, qui est la direction des relations sciences, culture, société, est de promouvoir l'ensemble des composantes de ces différentes facultés et l'ensemble de la communauté de recherche de Sorbonne Université. Alors justement, on va en parler dans un instant. D'abord, cette fête des sciences, elle s'adresse à qui? On peut la retrouver un petit peu partout sur le territoire français, c'est ça? Tout à fait. Elle s'adresse au grand public, je dirais. On peut avoir des choses proposées à partir du plus jeune âge, comme à partir de l'adolescence, ou pour un public adulte ou familial. Et elle peut être proposée aussi bien dans des médiathèques que dans des universités, dans des centres culturels, des centres de culture scientifique et technique, et, ou des grands pôles de recherche aussi. Sachant qu'il suffit d'aller sur le site national développé par le ministère qui s'appelle fêtedelascience.fr. Vous mettez votre localisation et vous voyez ce qui se retrouve proche de chez vous. Claudette, il faut parler de Claudette là. Oui, Claudette. Alors Claudette, elle est incroyable parce que au départ, c'est une danseuse. Ouais. C'est la 5e génération de mères sans mari et donc sans père, et d'enfants de la balle aussi. Donc, venant d'artistes, grandit qu'avec des femmes, sa grand-mère et sa mère, dans une certaine misère, et qui devient une très grande danseuse, qui a dansé justement à Monaco, à Monte-Carlo, à New York, partout. Très grande, mais très petite, et c'est son drame. Très petite, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas le succès, mais elle est là. Parce qu'elle n'a pas la taille, elle ne peut pas rentrer à l'opéra, elle ne peut pas faire tout ça, parce qu'elle est petite en taille pour le coup, mais danseuse exceptionnelle. Oui. Donc on croise, elle croise, mais donc on croise en tant que lecteur
Joséphine Baker, Frank Sinatra, toute une vie incroyable. Ouais. Mais effectivement, sa force va devenir aussi... Elle va prendre le lead en devenant chorégraphe, monter sa troupe, tourner le monde entier, et puis tout d'un coup, le corps commence à lâcher. Ouais. Et elle s'est dit, je ne pourrai plus danser, qu'est-ce que je vais faire? Je me sens encore très jeune, parce que Claudette a été très jeune plusieurs fois. Et donc, elle est revenue à un rêve d'enfance qui était celui d'être actrice. Ouais. Et là, elle a trouvé que personne, en fait, son visage âgé était un avantage. Exactement. Elle s'est même teint les cheveux plus elle s'est vieillie, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Et encore aujourd'hui, elle est actrice. C'est la seule de nos témoins qui travaille encore. Elle dit que mes mérites sont mes meilleurs amis, si je me souviens bien. C'est ça. Et belle histoire également de maternité. Elle veut vraiment pas d'enfant. Oui. Elle l'explique, vous la faites témoigner. Et puis la naissance de son fils, on est le 8 avril 1961. Et dit-elle, le plus beau jour de ma vie. Exactement. Parce que finalement, elle l'a embarqué dans sa vie. Et tous les deux vont former cette équipe. Elle va l'emmener partout dans le monde. Et comme c'est une bosseuse, elle a passé ça à son fils que nous avons aussi rencontré. Et elle travaille très très dur pour arriver là où elle est parce qu'elle se dit on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Et toute la vie, il l'a vécu comme ça. Les échecs, la concentration, apprendre à s'ouvrir, apprendre à travailler, apprendre à grandir. C'est exactement ça. C'est la meilleure des définitions, finalement. C'est apprendre à grandir en confiance. Parce que ces enfants, ils ont aussi besoin d'être dans un environnement sécurisé, chaleureux. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans nos établissements aussi. Et d'ailleurs, quand on les voit arriver à 16h30, ils sont heureux de venir. Et ça, pour nous, c'est très important. Malgré la fatigue, malgré les... Parce que c'est quand même, ça reste quand même un rythme. Hein. Après passer 16h30, on sait que du coup, le niveau de concentration, le niveau d'énergie est pas forcément au rendez-vous. Ils arrivent à, encore une fois, prendre du plaisir dans cet espace sécurisé. Ils arrivent à prendre du plaisir. Après, on est aussi là pour respecter leur rythme. Et donc, à certains moments, quand certains enfants sont trop fatigués ou qui n'ont pas envie, eh ben, on fait autre chose. Et ils vont se mettre dans le petit coin lecture. Ils vont pouvoir aussi se reposer. Et parfois, pendant les vacances, on a aussi des enfants qui viennent se reposer parce que l'environnement familial n'est pas propice à ce repos et à être un peu seul, à être dans une bulle. Voilà. Cette année, Thibaut, l'événement est consacré au thème de l'océan des savoirs. Pourquoi cette thématique de l'environnement selon vous? Parce que c'est devenu prioritaire pour la science et la recherche de se pencher de plus en plus sur ce sujet? Oui, tout à fait. Alors, je dirais que c'est la conjonction de deux choses. C'est une priorité gouvernementale et on est témoin le fait qu'en 2022, la thématique était sur la transition écologique. Oui, ça s'appelait éveil climatique pour être exact, et que l'océan revient un petit peu plus tard sous le même prisme. En même temps, le titre est assez vaste. Moi, il me plaît parce qu'avec Océan de Savoir, finalement, on peut aussi inclure différents types de sciences et pas uniquement l'océanographie, excusez-moi, stricto sensu. Voilà, c'est l'avantage qu'on a. Après, pour ce qui est de Sorbonne Université, il faut savoir qu'elle s'est dotée, dès sa création, de différents instituts interdisciplinaires, notamment l'Institut de la transition environnementale, d'un côté. Il faut savoir aussi que c'est l'une des plus grandes universités au niveau mondial en termes de recherche en océanographie. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. La réalisation aujourd'hui, c'est Alice Pitavi. Le son, Saïd Mamou. Le maquillage, Laure Audemont. Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Et merci à vous également, Adrien Fontenot, bien sûr. On vous retrouve quand, Adrien? Demain. Génial. Il pourra le JT, évidemment, et une chronique, vous savez déjà? Une chronique vue sur les réseaux. On parlera de Thanaland, un pays réservé exclusivement aux femmes. Je vous en dis plus demain. Un pays fictif, hein, attention. Un pays fictif. À demain. Bonne soirée.